Salut Antoine, salut Gaspard, bienvenue chez Cryptost. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler DeFi aujourd'hui. Vous avez créé AP Wine, vous allez me dire si ça se prononce bien comme ça, un protocole qui permet de tokeniser son rendement dans la DeFi. C'est un peu obscur, on va discuter de tout ça, mais globalement, voilà, ça permet d'acheter ou de revendre des intérêts qu'on pourrait générer dans la DeFi et ainsi s'assurer des rendements sur une période ou en acheter si on souhaite se procurer des rendements et parier dessus. Je vous laisse vous présenter. Gaspard, peut-être pour démarrer, vous présenter chacun et puis nous dire un mot sur IP Wine également. Salut, merci pour l'invitation. Donc voilà, moi c'est Gaspard Peduzzi, je suis étudiant français à l'EPFL à Lausanne en informatique. Je suis dans la blockchain, les cryptos depuis pas mal d'années et j'ai toujours voilà, fait des petits projets à droite à gauche. J'ai fait l'association étudiant l'EPFL également. Et voilà, depuis l'année dernière, depuis août, j'ai cofondé AP Wine avec Antoine et Ulysse. Merci de nous avoir, Valentin. Du coup, je m'appelle Antoine Mourant. Comme Gaspard, je suis étudiant français à l'EPFL. Je suis aussi membre de la Blockchain Student Association. Et puis, je me suis mis dans les cryptos en 2016. Et dès que j'ai entendu parler de DeFi, vraiment, je me suis mis dans la communauté. J'étais passionné et je suis toujours passionné. Et donc, c'est pour ça qu'avec Gaspard, on s'est lancé dans Gaspard et Ulysse, bien sûr, on s'est lancé dans le projet APWine. Alors, ce projet AP Wine, il est en train de mûrir dans votre tête et puis en train d'être programmé et développé depuis quelques mois. On est sur la fin justement de cette étape de développement. Dans quelques jours, au moment où on enregistre ce podcast, vous allez faire votre IDO. Peut-être qu'elle aura déjà eu lieu lorsque le podcast sortira. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu AP Wine, en quoi consiste cette solution et qu'est-ce qu'apporte AP Wine à l'univers DeFi? Alors, APWine, le but, c'est de pouvoir, en une phrase, spéculer sur les intérêts futurs. C'est-à-dire pouvoir trader des jetons qui représentent vos futurs intérêts, comme les intérêts d'AAV ou les intérêts de Curve, par exemple. Donc, plus en détail, alors, qu'est-ce que ferait un utilisateur avec APWine, par exemple? Un utilisateur qui a des ADAI, par exemple, et qui souhaite toucher ses intérêts à l'avance ou avoir un intérêt fixe sur ses tokens. Alors, il vient sur APWine, il dépose ses ADAI, par exemple. Ensuite, il récupérera des ownership tokens. Donc, c'est des jetons qui représentent ces ADAI qui sont bloqués sur APWine. Et ils ont aussi des future yield tokens qui sont des jetons qui représentent les intérêts futurs générés par ces ADAI. Donc, un ADAI bloqué donne un future yield token et un ownership token. Ensuite, l'utilisateur peut vendre ses future yield tokens sur l'exchange et donc toucher ses intérêts à l'avance, des intérêts fixes et qu'il connaît du coup à l'avance parce qu'il a choisi le prix de vente, si quelqu'un veut bien lui acheter, bien sûr. D'accord. Donc, si on veut résumer un peu pour les gens qui ne sont pas trop dans l'univers DeFi, l'idée c'est de se dire que ça se passe sur un AAV ou ailleurs, on peut avoir effectivement des taux d'intérêt assez élevés, clairement par rapport à la finance centralisée. C'est l'un des nombreux avantages de la DeFi, mais on n'est pas sûr soit que le taux reste similaire toute l'année, soit justement qu'il faille attendre un long moment avant de pouvoir réclamer pour X ou Y raison. Et c'est là où vous rentrez-vous en action en proposant dès le dépôt peut-être de toucher les intérêts futurs du yen, c'est ça? C'est ça. De même, on peut nous voir un peu comme pipe.com, qui est du coup un site qui permet de vendre permet aux entreprises de vendre leurs actions à l'avance et pour avoir du capital pour pouvoir l'investir entre-temps, par exemple. Vous pouvez voir aussi APWine comme quelque chose qui vous permet, comme un payday in advance. Ça existe beaucoup aux États-Unis. C'est des boutiques qui vous permettent de vendre votre salaire, on va dire, à l'avance. Donc, c'est-à-dire que la boutique, elle va vous donner 70% de votre salaire à l'avance
et vous lui promettez de lui donner votre salaire à la fin du mois. Comme ça, vous avez accès à votre salaire directement. Bon, d'accord, ok. Et alors, vous, du coup, Et en tant qu'utilisateur, Gaspard, ouais, à quel moment ça vous a botté de faire cette solution-là? Qu'est-ce qui vous a, dans votre parcours DeFi, qui est assez jeune, la DeFi, ça fait même pas, ça fait quelques années, mais ça fait un an qu'elle est très populaire. absolument. Et vous vous êtes dit, effectivement, ça bloque et il faudrait y remédier? Exactement. En fait, bon, nous, on est des utilisateurs DeFi j'imagine, comme toi, comme pas mal de monde qui doivent regarder ce podcast. Et en fin de compte, on a lancé APWine à la fin août 2020. Donc, pour ceux qui étaient là, c'est vrai qu'on a eu un été DeFi assez impressionnant, des taux d'intérêt très hauts, mais en fait, surtout très volatiles. Et c'est là où on est entré en jeu, c'est qu'on se disait, tous ces projets se lancent, et on voyait même des gens sur Twitter qui disaient, mais comment on fait pour shorter les API en fait? Parce que 1000%, 10 000%, 100 000%, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, il y a aussi les gens qui déposaient leurs fonds dans un protocole, et en fait, c'est ce qu'on faisait pendant l'été. Le but, c'était de déposer ces fonds dans un protocole et espérer de ne pas se faire, pas avoir un rug pull et les déplacer de protocole en protocole pour avoir les meilleurs taux d'intérêt au jour le jour. Et au final, le but d'IPWine, c'est d'apporter un peu deux éléments en un à travers cette tokenisation de future yield. Le premier, c'est euh, pour le trader, il peut s'exposer à la volatilité des IPY et parier. Alors pour l'instant, qu'à la hausse, il peut que acheter, mais après, on va implémenter différentes choses sur l'échange. Donc en gros, parier à la hausse ou à la baisse sur ces APY. Et le liquidity provider en face, qui donne cette liquidité qui crée et tokenise son yield, lui va pouvoir hedger son risque ou même construire des stratégies en vendant son yield à l'avance ou à différents moments. Un taux fixe, en fait, qui sera défini par l'acheteur directement. Comment ça fonctionnerait justement dans la pratique? Moi, je suis utilisateur de AAV ou de Curve que vous avez cité, et on reviendra sur les partenaires tout à l'heure. Si justement j'ai placé de la liquidité sur Curve, prenons Curve plutôt, et que Curve me propose sur la pool USDN, par exemple, un 40% d'APY avec le taux fixe et les rewards en CRV. Si je veux bloquer ce reward, comment ça fonctionne sur votre plateforme? Alors, en fait, le parcours d'utilisateur est assez simple. Une personne va sur APWine et alors, dans la bêta, il faut les d'abord déposer sur AV, ensuite venir sur APWine. Dans la V1, ce qui va se passer, c'est qu'une personne va venir avec du DAI et va pouvoir choisir sa pool, par exemple, donc AV, à travers APWine, déposer sur AV. Et les interest bearing tokens, donc les ADAI, vont être récupérés par APWine. Eux vont être déposés dans le protocole et tokenisés en deux tokens, comme disait Antoine, le underlying, le ownership token, qui représente en fait le DAI qui a été déposé à un moment précis, et le future yield token, qui représente le yield qui pourra être redeem à expiration de la future par ce qui vient d'être déposé. Et ensuite, donc, API1, c'est un protocole pour tokeniser le yield, mais c'est aussi une marketplace en fait de future yield. Donc directement, on aura un AMM un peu custom où les gens pourront échanger ces différents tokens, évidemment. D'accord. Et justement, Antoine, ces fins de contrat futur, hein, qu'on pourrait appeler comme ça, c'est vous qui les fixez? C'est quoi? C'est horizon un mois, 6 mois, un an? Comment vous fixez ces fins de contrat, justement? C'est ça. Alors pour l'instant, en fonction du taux d'intérêt, s'il est élevé ou bas, ça va beaucoup changer l'intérêt que les gens vont avoir sur des périodes courtes ou longues. Donc pour l'instant, on est majoritairement sur du un mois. Donc la bêta, il y avait que des périodes de un mois. Euh, mais par exemple, pour du AAV, pour du ADAI sur AAV, donc ça vaudrait plus la peine d'avoir des périodes, par exemple, de 6 mois ou de un an, qui permettraient directement au liquidity provider de toucher, par exemple, 3-4% directement, voire même jusqu'à 15% si les acheteurs de future yield sont confiants, par exemple. Ça pourrait être très intéressant et comme ça fait 15% qui arrive directement avec un prêt qui va se rembourser lui-même à une période déterminée. Une question que vous avez dont vous avez commencé à répondre, mais qui est peut-être un peu floue. Quel intérêt pour quelqu'un, justement, d'acheter ce yield si jamais il n'a pas d'actifs dans la DeFi, par exemple? Est-ce que c'est possible juste de venir acheter un yield où ça n'a pas d'intérêt? Et puis, si on a de la liquidité, quel intérêt aussi d'acheter ce yield appartenant à quelqu'un d'autre, du coup?
C'est ça. Alors, quel est l'intérêt? Eh ben, c'est de pouvoir spéculer sur la valeur du yield et aussi de faire des arbitrages. Donc, premièrement, si vous pensez que du coup les taux d'intérêt vont fortement augmenter pour une raison particulière, vous pouvez acheter directement ces future yield tokens à un prix que vous aurez bien sûr du coup choisi avec une limit order ou ou un prix au marché, pardon. Et vous pourrez du coup les garder et espérer que du coup ces taux augmentent pour pouvoir récupérer des taux, pardon, pour pouvoir les redeem contre le yield effectif, l'intérêt effectif à la fin de la période, qui sera potentiellement bien supérieur si vous aviez raison. Euh, de plus, vous pouvez aussi voir ça comme des futurs sur les taux d'intérêt, comme les bourses actuelles, comme le GME le permet par exemple. Et donc, vous pouvez faire des stratégies de trade assez avancées dessus. Vous pouvez aussi faire de l'arbitrage. Donc, l'arbitrage, comment ça fonctionnerait? Eh bien, vu qu'il y a on appelle ça un peu un time value, comme l'intérêt sera touché qu'au bout de la période, en général, les future yield tokens sont un peu moins chers que si vous achetiez directement 10 DAI, par exemple, d'un coup, alors qu'ils représentent quand même 10 DAI à la fin. Et donc, vous pouvez acheter, par exemple, ces 10 DAI à 9 DAI et attendre la fin de la période et gagner 10% comme ça. Donc, on appellerait ça un arbitrage sur le temps. D'accord. Et du coup, dans l'autre sens, celui qui le vend, on l'a vu, hein, a au moins la certitude que sur sa période, il touchera ce taux d'intérêt. OK. Il y a... Gaspard, ouais, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, j'allais dire, il y a aussi quelque chose, c'est qu'en fin de compte, c'est un marché qui existe dans la finance traditionnelle, comme disait Antoine, mais en le portant sur la DeFi, en ayant suffisamment de market making, on arrivera à avoir en fait tout un marché qui se base sur la prédiction de ces taux d'intérêt, une sorte d'oracle en fait on-chain sur sur en fait à combien d'IPY price le marché price avait dans la pool avait DAI dans un mois. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore parce que c'est vrai qu'en fonction des sites, on a le spot qui est 10%, 20%, parfois c'est l'APY, parfois c'est la PR. Et puis même, parfois c'est pricé sur une semaine, parfois c'est pricé au bloc. Et en tant que liquidity provider, ces informations-là, elles sont assez peu disponibles. Et en ouvrant la porte au marché de la prédiction du yield, il y a plein d'autres facteurs qui commenceront à entrer en jeu, puisqu'il ne s'agira plus juste de déplacer ses fonds d'une plateforme à une autre, mais d'éventuellement, en tant qu'acheteur, de regarder ce qui fait l'évolution de ce yield, parce que les liquidity providers, eux, vont vouloir vendre leur yield à l'avance à un taux fixe. Et donc, c'est là où il y a un gros bénéfice à se faire. Et évidemment, on l'a mentionné au tout début, mais c'est un marché qui est très volatile. Donc, c'est cette volatilité-là qui est intéressante pour le trader également. Ouais, totalement. Parce qu'effectivement, il y a ce risque pour un liquidity provider de voir son intérêt réduire chaque semaine et d'être bloqué dans la pool ou en tout cas de devoir changer de position souvent. On a reçu Marc il y a quelques semaines sur Cryptost et il avait leaké un peu votre logo derrière lui en se déplaçant un peu. Quels sont les partenaires ou en tout cas quels sont les protocoles qui seront disponible sur votre V1 qui sera sans doute sorti ou qui sortira quelques jours après la sortie du podcast. On voit aussi, si on plisse un peu les yeux actuellement sur votre site, quelques logos défilés en arrière-plan. Sur quel protocole on sera capable de tokeniser son yield sur IPWine? Alors, comme tu l'as très bien dit, en allant déjà sur le site, on voit un peu les logos des protocoles avec lesquels on va interagir. Alors, c'est pas tous les protocoles avec lesquels on planifie d'interagir. Je pense qu'il y a un deuxième endroit où il y a pas mal d'alpha. On a fait un grand concours de même, en fait, sûrement le plus gros de la DeFi d'ailleurs. Il y a de cela 2 semaines. Et là-dessus, il y a pas mal de logos de projets partenaires. Déjà, pendant la bêta, les gens pouvaient trader sur le yield du ADAI, donc du DAI sur AV, du YUSD et du iFarm. On prévoit quelques projets avec des partenaires comme par exemple StakeDAO, quelques projets d'intégration. Donc le but, c'est en fait d'offrir à l'utilisateur différentes catégories de yield. C'est-à-dire qu'il y a le yield qui est généré par des pools très connus comme le YUSD, le ADAI, puis il y a du yield qui correspond en fait à
des intérêts ou un performance fees ou des rewards d'un protocole. Par exemple, StakeDAO, par exemple, iFarm, et puis éventuellement, pourquoi pas, Ethereum 2.0, par exemple. Aujourd'hui, il y a du liquid staking qui se fait et ça pourrait être très intéressant pour des utilisateurs DeFi ou même en général de pouvoir spéculer sur ces rewards à l'avance. Donc voilà, après, effectivement, la liste des protocoles est déjà un peu visible. Après, le but, c'est nous de fournir un peu, de choisir des pools initiales qui font sens par rapport à différents points que j'ai mentionnés. Et ensuite, progressivement, les APW token holders, ils vont pouvoir voter sur l'intégration des nouvelles plateformes, sur l'intégration des nouveaux tokens, des nouvelles pools. En fait, le protocole est très modulable, donc c'est très, très facile d'intégrer un interest-bearing token de n'importe quel protocole. Le but, c'est de faire ça progressivement pour répondre aux besoins de la communauté et du marché. Ouais, vous allez lancer, pareil, en fonction de la sortie du podcast, votre token. Comment ça fonctionne, ça, justement? Emmenez-nous un peu dans les coulisses. C'est des choses qu'on voit pas souvent. Comment on prépare une IDO? Est-ce que vous pouvez aussi nous rappeler ce qu'est une IDO? Et puis, à quoi sert et servira votre token de gouvernance? Alors, une IDO, donc, comme un ICO, c'est un Initial Dex Offering, c'est-à-dire que le token sera listé sur un DEX, donc c'est-à-dire un échange décentralisé. Euh, donc, ça peut être de façon, pour fournir de la liquidité directement, comme par exemple directement listé sur Uniswap, ce qui est pas très optimal à cause des bots et du front-run, et du slippage, bien sûr. Mais ça peut être comme sur Mesa de Gnosis, par exemple, qui est vraiment prévu pas pour fournir de la liquidité, mais uniquement pour faire une auction, donc une enchère pour permettre de trouver un bon prix pour le token et ensuite d'aller lister le token autre part, par exemple. Ou le mieux, par exemple, c'est de faire les deux en même temps avec une liquidity bootstrapping pool sur Balancer qui permet de trouver un prix juste en plus de fournir de la liquidité dès que la pool est terminée, par exemple. D'accord. Et Gaspard, alors l'utilité de votre token, peut-être effectivement donner son avis, comme tout token de gouvernance, sur l'intégration d'autres protocoles. Est-ce qu'il y aura d'autres utilités? Absolument. En fait, déjà, on a release notre tokenomics il y a environ 2-3 semaines. Ouais, c'est difficile la notion du temps dans la DeFi, mais je crois que ça fait 2-3 semaines. Et en fait, on a différents mécanismes. Déjà, on s'est fortement inspiré des tokens economics de Curve. Pas sans raison si on regarde un peu nos advisors d'ailleurs, mais donc en fait, le APW, notre gouvernance token, on pourra le lock pendant une période donnée qui va de 1 semaine à 2 ans. Et similaire à Curve, plus vous loquez pendant une longue durée, plus vous avez un boost, déjà en premier lieu, en termes de gouvernance et de reward que vous allez gagner. En fait, il y a des fees qui sont collectés à différents endroits d'un protocole. Déjà, au niveau de la tokenisation du yield, il y a un pourcentage, un performance fees qui est récupéré et qui sera redistribué à la trésorerie qui ensuite l'alloue et la redistribue au token holder. Et ensuite, il y a aussi les fees de l'AMM directement, dont une partie reviendra au liquidity provider et une partie reviendra aussi à la DAO comme Uni, Sushi, tout ça. Donc ça, c'est pour les fees, c'est les rewards. Et ensuite, en dehors de ça, évidemment, c'est une fonctionnalité de gouvernance. C'est-à-dire que les gens pourront voter sur les améliorations, sur des différentes proposals à partir de là. Il y a d'autres mécanismes qui arriveront un peu par la suite. Sans en dire trop non plus, on pense un peu. En fait, on regarde pas mal ce qui se fait dans les autres protocoles. C'est vrai que les token economics en général ont pas mal évolué ces dernières années sur les différents protocoles, notamment en termes de gouvernance décentralisée, on le voit bien. Et on va s'inspirer un peu de certaines choses qui marchent bien. Par exemple, les boosts avec le locking, c'est quelque chose auquel on pense depuis le début, qui risque d'arriver par la suite. Mais voilà, il y a d'autres éléments éventuellement qui arriveront par la suite. Mais en tout cas, ça, c'est un peu la base de fonctionnement et la fonctionnalité première de notre token. Tu parlais des advisors. Effectivement, ça sous-entendait Julien Goulpou, effectivement, qui travaille notamment chez Curve et StakeDAO. Comment vous avez réussi à convaincre ou en tout cas à interagir ou approcher ces gens de la DeFi qui, effectivement, ont quelques années de bouteille et quelques gros protocoles à leur actif? Est-ce que ça a été compliqué de leur expliquer le principe d'IP Wine et de les convaincre, ou est-ce que
ça a été assez rapide et ils ont bien compris l'intérêt de ce protocole. Et puis l'avantage aussi d'avoir là encore des Français parce qu'on sait que nous sommes de plus en plus nombreux dans la DeFi, quoi. Alors, oui, donc on a trois advisors, donc, dont une advisor académique, qui est un professeur de l'EPFL qu'on connaissait et de UCL qu'on connaissait déjà de par Gaspard, notamment. Ensuite, grâce du coup un peu à mon expérience dans la communauté DeFi, parce que j'y passais beaucoup de temps sur Telegram notamment. Euh, j'ai réussi du coup à croiser de nombreuses fois Marc et Julien. Euh, Ensuite, on les a contactés par message privé, donc pas plus compliqué que ça. Et puis, ils étaient très intéressés par le protocole. Quand on leur en a parlé plus en détail, ils ont bien aimé l'idée. Et puis, ça s'est fait comme ça. C'est vrai qu'il y a un point qui est hyper important, c'est qu'en fait, ça aide quand même pas mal au final de ça, c'est une communauté française. C'est vrai qu'une fois qu'on les a eus alors au téléphone sur Zoom, bon, de toute façon, c'était un peu la période parce qu'en fait, on a construit ça pendant le Covid. Donc, par exemple, il y a des membres de l'équipe qui se sont jamais rencontrés. Moi, j'ai la chance d'avoir vu un peu tout le monde, mais on a Jean, Ulysse et Antoine ne se sont jamais vus. Enfin, Ulysse a vu Jean, mais pas l'inverse. Et du coup, ouais, c'est franchement, ils nous ont apporté un grand support dès le début. Et c'était juste très simple, en fait. Alors, il faut dire que le marché était peut-être moins mouvementé qu'il l'est aujourd'hui et la semaine dernière et en ce moment tout court. Mais ils nous ont apporté beaucoup de support et c'est hyper pratique de pouvoir. En fait, c'est une communauté qui partage beaucoup et qui aide beaucoup sur ces points-là. Même si les gens sont tous débordés en ce moment, c'est un grand support. À l'école, comment on vous voit alors dans la DeFi? Est-ce que c'est encore un peu jeune, un peu bizarre de travailler dans la finance décentralisée, coder des smart contracts? Comment c'est perçu? En fait, du coup, j'ai cofondé l'association blockchain de l'EPFL. Donc, en fait, on était des dizaines de membres. Évidemment, en fonction des phases de marché, d'un coup, il y a toute l'école ou pas toute l'école qui est intéressée. Je pense que c'est relativement quand même peu commun. C'est-à-dire qu'en fin de compte, Java, notre advisor académique, elle connaît bien la DeFi, elle a écrit des papers dessus, elle fait des travaux de recherche variés dessus. Après, c'est on va dire les cryptos et en particulier la DeFi, c'est que ça reste assez nouveau, donc ça s'intègre un peu progressivement. Je dirais que tout le monde en ce moment entend parler peut-être de plus de Dogecoin que de la DeFi en fin de compte, parce que c'est ce qu'il y a dans les news. Après, voilà, il y a un peu de tout niveau. Il y a des gens, on voit, qui rejoignent le groupe de la sauce et qui se mettent au développement et qui commencent à faire des smart contracts. Et il y a un peu une communauté, mais ça reste assez jeune, quoi. Pour revenir un peu à votre projet, vous parliez tout à l'heure effectivement de choses similaires qui existent dans la finance centralisée, mais ça apporte quand même des usages nouveaux et propres à la DeFi en partie. Est-ce que justement pour vous, ce genre de projet qui apporte vraiment de la valeur ajoutée à la DeFi pour faire plus que copier-coller ce qui existe et puis le répliquer, mais juste de manière décentralisée, c'est la clé de l'évolution DeFi? Pour moi, personnellement, la DeFi, c'est vraiment un terrain de jeu où chaque programmeur, chaque utilisateur peut interagir avec ce qui a déjà été créé et, euh, et créer de nouvelles choses par-dessus. Et c'est quelque chose que j'ai toujours voulu voir et faire partie, et faire partie de comment? J'ai toujours voulu en faire partie. Et donc oui, c'est quelque chose, si on ajoute quelque chose en plus encore de ce qui est déjà dans la finance, c'est là où je pense qu'on va gagner, même si pour moi c'est déjà fait, en tout cas dans mon cœur. Mais, euh, mais oui, c'est quelque chose qui devrait pour moi bouleverser le futur de la finance, clairement. Combien de temps vous avez passé de temps à développer? Comment on fait pour développer des smart contracts, faire attention aux hacks, prendre en compte toutes les difficultés qu'on connaît de la DeFi? Parce que justement, l'interopérabilité implique beaucoup de risques aussi. Et les différents layers impliquent aussi de nouvelles façons d'approcher la DeFi. Comment vous avez fait justement pour développer le plus sereinement possible votre projet?
déjà combien de temps? On a commencé en fin août et on est tout le temps en train de développer. Donc, ça continue en fait. On a fait la première alpha, on l'a fait assez rapidement. On l'a fait, je dirais, je crois que ça doit être en octobre. La deuxième alpha, on l'a fait en décembre et la bêta, on l'a lancée en février-mars, je crois. Ensuite, il y a différentes choses. Comment on fait pour faire les smart contracts, tout ça? Bon, bah, ça s'apprend comme le reste. Il y a des spécificités à coder sur une EVM, mais ça s'apprend comme le reste. Il s'agit en fait d'avoir des bonnes pratiques de développement qui ensuite peuvent être portées sur le développement Solidity. En fait, on est deux full-time sur le développement. Ulysse qui s'occupe principalement du front-end, de l'interface, de tout ce qu'on voit sur API et moi plus du côté protocole smart contract. Et, et là-dessus, j'ai évidemment beaucoup appris depuis août. Après, il y a différentes choses concrètement, en plus des bonnes pratiques de développement, tout ça. Il y a quelque chose qui résout pas tout, mais qui est hyper important, c'est les audits. C'est prendre le temps d'y aller par étapes, en fait, dans le développement du protocole, prendre le temps de faire des audits, payer le coût que ça représente, faire des bons audits aussi, parce que, bon, on l'a vu, ça ne veut pas forcément dire grand-chose, quelqu'un qui met un tampon sur un PDF. Et voilà, ça fait partie de ce qui de la sécurité du protocole. Après, il s'agit d'être open source, il s'agit de le faire review par le plus de monde possible. Et en termes de composabilité, chaque fois qu'on interagit dans un smart contract avec des composants extérieurs, il faut évidemment que ça soit quelque chose de très opaque, quoi. C'est vrai que la DeFi et même la blockchain en général, les cryptos, tout ça, ça fonctionne vraiment sur le principe si c'est rentable pour quelqu'un d'avoir un comportement entre guillemets malicieux, on considère que cette personne aura ce comportement-là. Et il s'agit d'avoir cette façon de penser tout le temps. D'accord, ok. Ouais, donc effectivement, c'est une responsabilité assez forte envers la communauté parce que, effectivement, que ça soit au niveau des audits ou de ce que vous devez faire, effectivement, pour avoir le protocole le plus sûr, c'est ce qui est beaucoup regardé, même s'il y a la pratique un peu de ce qu'on dit l'APE, où effectivement, on va mettre son argent un peu n'importe où sans rechercher, en espérant faire fructifier le plus rapidement son capital. On revient quand même un peu plus sur de la sécurité de plus en plus importante. Et ça, c'est ton rôle et ça va, c'est pas trop. Je me suis toujours demandé, moi, est-ce que les développeurs de smart contract particulièrement dorment bien la nuit ou est-ce qu'ils ont toujours un œil ouvert pour regarder s'il y a un souci? Ouais, au début, ça fait bizarre. C'est sûr que après, voilà. Mais non, ça peut-être, je commence à avoir des cernes un peu là. C'est le lancement. Mais c'est vrai que bon, c'est une responsabilité assez importante. Et puis, c'est vrai que ce soit du côté de l'utilisateur ou du développeur, faut avoir des bons comportements si on ne va pas se retrouver dans Rect, quoi. Est-ce que vous avez un dernier mot à nous dire sur votre projet? Je dirais, une fois que vous êtes sur le site, n'hésitez pas à regarder en fait. Bon, là, actuellement, il y a la bêta qui est toujours disponible sur la partie training de Yield, mais peut-être qu'il y aura la V1 d'ici là, on ne sait pas. Et n'hésitez pas à regarder un peu, à faire le tour et à donner vos retours en fait. On construit un truc pour les utilisateurs DeFi, pas que. On regarde long terme sur de nouveaux types d'acteurs on voit comment ça peut arriver autour de certains protocoles, et j'en dirai pas plus. Mais donnez-nous vos retours, venez discuter avec nous, venez nous MP et le but c'est de construire un truc pour une communauté, de le construire ensemble, quoi. Vous aviez fait aussi le choix de faire un petit airdrop pour les participants du tout début, c'est ça? Alors, pas que du tout début, hein. En fait, on a publié un article sur nos tokens economics et on a fait une snapshot à ce moment-là. Donc, c'était il y a 2 semaines, du coup. D'accord. Donc oui, on a décidé de récompenser nos fidèles users depuis le début, les gens qui ont participé et qui ont aidé au développement du projet. On n'a pas encore donné les détails, mais ça arrive bientôt. On peut rapidement parler du nom, AP Wine. À la base, c'était Happy Wine avec le logo, c'était un sourire avec un verre de vin, qui est ensuite devenu AP Wine avec APY et on a rajouté NE à la fin, qui veut dire du coup Annual Percentage Yield. Et puis, on a aussi Ape Wine, qui est le singe et le vin. Donc, un singe qui se jette dans le vin, comme vous pouvez le voir dans nos stickers si vous passez sur notre Telegram.
Merci messieurs d'être venus présenter votre protocole et de nous avoir ouvert les coulisses de la création et du fonctionnement d'APWine. On va garder un œil très attentif sur ce projet et ravi de compter des Français supplémentaires dans cet écosystème DeFi. Les Français sont de plus en plus représentés dans cet écosystème, c'est trop cool. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire et nous dire dans les commentaires également des intervenants que vous aimeriez entendre sur ce format. Je vous mets dans la description tous les réseaux sociaux et le site d'IPWine si vous souhaitez en savoir plus. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, restez curieux et connectez au site de cryptost.fr pour être à l'affût de toutes les dernières news crypto.